Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour commenter cette semaine politique, 4 jours après le premier débat de la présidentielle, ce débat inédit avant un premier tour qui a rassemblé 5 des 11 candidats lundi soir sur TF1. Ça bouge dans les sondages notamment et dans notre rolling IFOP fiducial pour Paris Match. Des bouleversements même plutôt plus important, alors que d'habitude on explique toujours que les sondages ne changent rien, et bien cette fois-ci ils changent. D'abord en tête, Emmanuel Macron a rattrapé Marine Le Pen, ils sont maintenant à touche-touche, la dynamique est du côté du candidat d'En Marche, quand Marine Le Pen est tankée depuis maintenant plusieurs semaines autour de 26, elle ne bouge plus, elle a progressé au début des affaires de François Fillon, et puis depuis maintenant presque un peu plus de 2 semaines, elle ne bouge plus du tout, tandis que Emmanuel Macron, qui n'a pas forcément été le meilleur débatteur lundi soir à la télévision, profite lui d'une dynamique créée notamment par tous ces ralliements qui arrivent en gros bataillon. Cette semaine, on a eu 2 secrétaires d'État, pas très connus, mais l'écologiste Barbara Pompili et le radical de gauche, secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, ont annoncé, ils sont les 2 premiers membres du gouvernement à annoncer leur ralliement à Emmanuel Macron. Et puis surtout aujourd'hui, il y a Jean-Yves Le Drian. Emmanuel Macron espérait, attendait, s'impatientait. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, le ministre le plus populaire du gouvernement, le président de la région Bretagne, rejoint le candidat d'En Marche et il ne fait guère mystère qu'il devrait être le ministre de la Défense, conserver son ministère en cas de victoire d'Emmanuel Macron. Tout ça évidemment crée une dynamique et fait qu'Emmanuel Macron est en train de continuer à progresser et devrait assez vite dépasser Marine Le Pen. Maintenant, ça reste un sondage, restons prudents, surtout que l'élection n'a lieu que dans 1 mois et que un sondage, a fortiori un rolling, est la photographie du jour. Derrière, pour François Fillon, ça bouge pas ou peu, il reste autour de ces 18%, en baisse toute la semaine dernière à cause notamment à la fois de sa mise en examen et surtout de l'affaire des costumes qui a fait très mal aux candidats des Républicains sur le terrain. On sent comme un peu de début de désillusion dans les troupes fillonistes. François Fillon est apparu, on a eu 2 François Fillon lundi soir lors du débat, d'abord très effacé pendant la première heure, quasi absent, sans doute inquiet de voir ses concurrents l'attaquer sur le terrain des affaires. Il est resté silencieux, il s'est fait tout petit, et puis après la pause publicitaire, on a eu un autre François Fillon remobilisé, plus à l'aise, notamment sur le terrain économique, où là, il a pris le leadership du débat. Mais tout ça ne fait pas la différence et ne lui permet pas de reprendre des points, de rattraper son retard, ni sur Marine Le Pen, ni sur Emmanuel Macron. Il reste aujourd'hui plus de 7 points derrière les duettistes de tête. Et pour François Fillon, ça devient compliqué, car évidemment, le compte à rebours est lancé. Il lui reste 1 mois pour récupérer 7 points. Et de mémoire de sondeur, on n'a jamais vu dans une présidentielle un candidat remonter un tel écart, mais dans cette présidentielle faite de coups d'éclat, de coups de théâtre et de rebondissements en tout genre, tout est possible. On verra bien pour ce qui est de François Fillon. Un François Fillon qui, par contre, n'est pas inquiété, mais voit un candidat de droite qui jusqu'à présent n'apparaissait pas du tout dans les sondages, dans les radars des sondeurs. C'est Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste, président de Debout la France, qui est candidat pour la 2e fois à la présidentielle. Il avait recueilli 1,79% des voix en 2012. Cette fois-ci, et c'est la surprise dans notre sondage, alors qu'il stagnait autour de 2 depuis le 1er février, il a triplé, quasiment triplé son score en moins de 10 jours. Il pointe aujourd'hui à 5,5, un score inespéré pour Nicolas Dupont-Aignan. D'abord, s'il faisait 5%, il rembourserait tout simplement sa campagne. Et puis avec 5,5, il commence sérieusement, non pas à menacer François Fillon, mais peut-être de lui ôter les 2-3 points qui pourraient cruellement manquer aux candidats les Républicains, ce qui, au passage, mettrait sans doute Nicolas Dupont-Aignan dans une posture bien délicate si il devait être celui qui empêche le candidat de droite d'accéder au second tour. En même temps, Nicolas Dupont-Aignan a largué les amarres avec la droite classique depuis maintenant une quinzaine d'années. Il n'a pas voulu être
dans l'UMP de Nicolas Sarkozy, il n'a pas sa carte républicain, il se présente systématiquement contre les listes Les Républicains, et même au régional, il avait été candidat contre Valérie Pécresse en 2015, recueillant au passage un peu plus de 6%. En tous les cas, pour Nicolas Dupont-Aignan, tout ça est inespéré. Il a de la visibilité, il était chez Cyril Hanouna lundi soir lorsqu'il a été évincé du débat de TF1, il sera ce soir au Journal de France 2 et samedi soir chez Ruquier. Donc le candidat souverainiste tisse, fait sa plotte et on verra bien jusqu'où ça ira. L'autre grand changement après ce débat, et on le voit dans l'Euroleague IFOP Match, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a incontestablement été le meilleur des 5 débatteurs, à la fois showman, capable d'avoir les traits d'humour. On le connaissait virulent, voire même hargneux pendant la campagne de 2012. On le découvre beaucoup plus bonhomme, capable aussi de faire rire l'assistance, de se moquer du petit débat entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Ça paye dans les sondages pour Jean-Luc Mélenchon qui, après sa marche réussie samedi entre République et Bastille, son débat plutôt bon, eh bien il dépasse tout simplement Benoît Hamon dans les sondages. Maintenant il le distance et le rêve de Jean-Luc Mélenchon de battre le candidat socialiste est en train de se réaliser. Mais tout ça se passe loin de la tête et pour l'instant avec rigoureusement très peu de chances d'accéder au second tour. On a l'impression d'un débat un peu stérile entre les deux gauches irréconciliables, celle de Jean-Luc Mélenchon et celle de Benoît Hamon, qui est sans doute celui qui a le plus à perdre. Pour l'instant, le candidat socialiste est tout juste au-dessus de 10-11%, ce qui constituerait le plus faible score pour un candidat socialiste, bien loin de celui de Lionel Jospin, qui déjà avait été éliminé du second tour. Mais là, Benoît Hamon, aujourd'hui, est en 5e position, bien loin du maillot jaune d'Emmanuel Macron, qu'il ne reverra sans doute plus, d'autant plus que on voit les socialistes commencer à s'interroger, Jean-Yves Le Drian qui va chez Emmanuel Macron, et d'autres socialistes qui manifestement préparent leur ralliement dans l'équipe d'En Marche. Emmanuel Macron a revêtu le costume du grand favori maintenant, on peut dire, dans cette campagne présidentielle. Oui, c'est toujours une position délicate. Aujourd'hui, il a en quelque sorte pris le maillot jaune dans cette course à la présidentielle qu'il eût cru il y a 2 ans lorsqu'il était ministre de l'économie, certes assez en pointe sur beaucoup de sujets, brisant les tabous, mais ministre de François Hollande. Et puis il y a 1 an, il crée son mouvement En Marche. Il y a juste 1 an, c'était au mois d'avril. Il y a 6 mois, il quittait le gouvernement avec perte et fracas et lançait sa candidature à l'Élysée. Et aujourd'hui, de manière totalement incroyable, à moins de 40 ans, Emmanuel Macron est en passe peut-être de réussir son pari, celui de succéder à François Hollande, ce qui ferait de lui à la fois le plus jeune président de la République et constituerait une véritable surprise puisqu'il n'est pas candidat d'un parti, il est candidat d'un mouvement créé il y a peu de temps, il est en rupture avec le PS et puis il est en train de peut-être réussir le rêve de Bayrou, ni gauche ni droite, que le centriste avait énoncé en 2007, mais en se cassant les dents derrière Ségolène Royal, cette fois-ci Emmanuel Macron fait la course en tête. Il reste 1 mois, rien n'est fait, rien n'est gagné et puis ces sondages, rappelons-le, restent des photos de l'instant. Une question d'une internaute. Macron rattrape Marine Le Pen. Est-ce que c'est dû à la cristallisation de son électorat ou est-ce que ce sont les conséquences du débat de lundi ? Alors c'est vrai que la sûreté de choix des électeurs qui se disent favorables à Emmanuel Macron progresse. Elle est passée au-dessus de 50% dans cette même enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, mais reste quand même bien en dessous de la sûreté de choix, par exemple, que l'on peut constater chez les électeurs de Marine Le Pen, supérieure à 70%, et même chez les électeurs de François Fillon, supérieure à 70%. Ça veut dire que la cristallisation n'est pas encore opérée, qu'il y a une inclinaison globale pour Emmanuel Macron.
mais que compte tenu à la fois de la volatilité de l'électorat, il y a encore à peu près un électeur sur deux qui ne s'est pas déterminé, que les électeurs de Emmanuel Macron restent très hésitants, et que seuls ceux de Marine Le Pen et François Fillon sont sûrs de leur choix. Tout est encore possible, et compte tenu de la marge d'erreur, rappelons-le, la marge d'erreur dans un sondage de ce type est de 2 points. Tout ça reste très serré, même si maintenant, entre les duettistes Macron-Le Pen et François Fillon, il y a un écart qui est 3 fois supérieur à la marge d'erreur. Dernière question pour revenir à Nicolas Dupont-Aignan. Qui est-ce qui prend ses électeurs? Est-ce que c'est principalement à François Fillon, à Marine Le Pen, ou est-ce que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne s'étaient pas encore décidés et qui le choisissent lui? Globalement, la progression, la soudaine progression de Nicolas Dupont-Aignan est quand même liée à ces fillonistes déçus qui, en quelque sorte, décident de se reporter sur Nicolas Dupont-Aignan, qui serait une sorte de vote refuge, vote parking. Alors, est-ce que jusqu'au bout, ils voteront pour lui? Réponse le 23 avril. Mais aujourd'hui, il constitue comme ça une espèce de vote d'attente. Jusqu'à présent, Nicolas Dupont-Aignan récupérait un petit peu de gens de droite qui ne veulent pas aller au Front National, et du coup aujourd'hui il récupère aussi des déçus de Fillon, des déçus de cette succession d'affaires qui pour l'instant créent une sorte de malaise autour de la personnalité du candidat Les Républicains, qui d'ailleurs jouera très gros ce soir, puisqu'il est l'invité de l'émission politique, juste après d'ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan soit dans le 20h, donc il y a une espèce de petit match à distance et sur la même chaîne. En tous les cas, pour François Fillon, c'est sans doute une des semaines clés, à la fois avec le débat de lundi, où il a été bon sans casser la baraque. Ce soir, à l'émission politique, il doit casser la baraque, pour reprendre son expression, s'il veut créer un électrochoc, s'il veut à la fois rassurer son électorat de droite. Peut-être devra-t-il donner des explications plus convaincantes, voire même faire un mea culpa sur notamment l'affaire des costumes. Et puis il devra aussi peut-être revenir aux fondamentaux de ce qui a fait sa réussite lors de la campagne des primaires, notamment en revenant sur les questions régaliennes, sur le terrorisme islamique, sur les questions d'immigration, sur ce discours plus radical sur le régalien qui lui permet de faire éventuellement la différence avec Emmanuel Macron, ce qu'il n'a pas fait notamment lors du débat de TF1.